CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, dans le MAG de CFM Montauban, on poursuit notre série de portraits consacrés aux habitants des quartiers prioritaires de Montauban. Réalisé en immersion par Perrine Guillon-Lanabras, notre journaliste stagiaire, ce reportage donne la parole à celles et ceux qui vivent dans ces quartiers, racontent leur parcours et partagent leur regard sur leur quotidien. Aujourd'hui, rencontre avec Toufik. Ce qui fait en fait qu'un voyage est intéressant, ce sont les gens qui t'entourent. Et là, le fait d'avoir vu mon fils et surtout le bonheur que ça lui procurait, un sourire que j'ai rarement vu sur son visage, pour moi, ça reste mon meilleur voyage. On croit connaître Montauban par ses cartes postales, ses places historiques ou ses boulevards animés, mais la vraie richesse de la ville se cache là où le quotidien s'écrit, au cœur de ces quartiers et à travers le regard de ceux qui les font vivre. Les quartiers prioritaires abritent des histoires, des projets et des parcours de vie qui méritent d'être racontés, loin des clichés par celles et ceux qui les font vibrer au quotidien. Aujourd'hui, nous faisons la connaissance de Taoufik, 46 ans. Originaire du quartier des Chaumes de Montauban, il évolue désormais dans le monde de la musique. Producteur, artiste, mais aussi conférencier, Taoufik est un véritable couteau suisse. Une polyvalence qu'il me décrit à travers ses rencontres, ses doutes et ses réussites. C'est un lundi après-midi ensoleillé que je retrouve Taoufik au Jardin des Plantes, un lieu où l'on passe rapidement de l'ombre à la lumière à l'image de son parcours. Nous nous sommes arrêtés au milieu d'un chemin sur lequel Taoufik m'a refait l'inventaire de sa vie. J'ai pu apprendre à connaître un homme conscient des enjeux de sa binationalité franco-marocaine et des richesses que ça lui apporte au quotidien. J'ai parfois bougé de Montauban, mais j'y suis tout le temps revenu. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je produis de la musique pour des artistes indépendants, mais aussi pour des artistes majeurs, c'est-à-dire qui sont signés en maison de disques, mais aussi internationaux. En parallèle, j'ai une deuxième activité où j'écris des conférences pour des dirigeants d'entreprise. Et j'ai une troisième activité sur Instagram où je fais des formations et des masterclass autour du domaine musical, marketing musical. Tu as toujours été intéressé par ça ? Est-ce que ton parcours il a une logique ou pas du tout ? Il a une logique, c'est que j'ai toujours été connecté au ressenti. Les émotions que ça me procure. La musique, c'est ça à la base. Ce sont des émotions qu'on retranscrit. Et la conférence, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va chercher à capter l'attention d'une audience. Donc il y a encore cette partie émotive. Et la formation, c'est venu après parce que y a un adage qui dit que la formation, c'est apprendre 2 fois. Parce qu'il y a ce que tu sais, mais il y a comment tu le transmets. Donc tu apprends 2 fois. Parfois je peux te dire, écoute, parle-moi du journalisme, comment on fait ? Tu vas peut-être bugger, parce que tu le fais peut-être naturellement, mais après l'expliquer à une audience, c'est autre chose. Donc maintenant je suis dans une logique de partage, mais ça ne veut pas dire que dans tout ce que je fais en parallèle, j'arrête la musique, je continue. J'ai besoin d'avoir les pieds dedans pour avoir cette légitimité de continuer à former les plus jeunes. Et donc, avec tout ça, d'où viens-tu ? Parce que là, tu me parles de quand même beaucoup d'activités qui ont tout un sens interconnecté. Mais par quelles études, peut-être, tu es passé ? Comment, tu en es arrivé ici ? Les études, c'est dur. Ce sujet, c'est un peu dur parce que, je sais pas, je ne crois pas en fait aux études. Pour être totalement sincère, je n'y crois pas. Il y a des choses auxquelles je crois. Par exemple, la médecine, elle est importante. On ne peut pas tricher. On aura toujours besoin d'un médecin, mais il y a plein de choses dans les études sur lesquelles je me dis que ça aurait pu m'enfermer. J'ai fait les études, moi, pour mon père, parce qu'en fait, c'était important d'avoir un diplôme, et je suis allé faire un diplôme, un BEP en topographie. Donc, j'ai jamais travaillé dans ce domaine. J'ai fini les études, j'ai dit, voilà, papa, voici mon BEP, et c'est bon, je peux faire ce que je veux maintenant. Donc, c'est clairement pas les études qui m'ont l'idée à faire ce que je fais aujourd'hui. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des rencontres.
J'ai fait des rencontres parce qu'à la base, donc, je suis issu d'une cité qui s'appelle la cité Célier, qui fait partie du quartier Est à Montauban. Donc c'est 3 cités, Célier, Pyrénées et les Chaumes. Célier n'existe plus, a été détruite pour en faire une cité pavillonnaire. Et moi, en fait, en grandissant là-dedans, je suis tombé amoureux du rap au début. Pourquoi ? Parce que j'avais un pote à moi qui avait son père qui avait une disco mobile qui faisait tout ce qui était musique électronique, mariage et tout. Mais il avait aussi du rap. Et un jour, en étant chez lui, il me fait écouter des choses et je tombe sur la cassette de MC Solar et le titre c'était Bouge de là. Et là, j'ai fait waouh, ok, d'accord, ça j'aime beaucoup, mais j'étais pas encore sûr de faire de la musique. Puis en 3e, je fais encore une 2e rencontre, celle de Monsieur Ladanius, qui nous a quittés. Qui, lui, en fait, a été un professeur remarquable parce qu'il a vite capté qu'il ne pouvait pas faire tenir une classe d'école, enfin, on va dire d'un collège de quartier, avec un programme où on leur demande de faire de la flûte. C'était pas possible. Donc, du coup, il nous a fait refaire une chanson qui a été un succès dans les années 94-95, qui était Coolio Gangsta's Paradise. Et là, je suis tombé amoureux de la musique assistée par ordinateur parce que j'ai vu comment on faisait, c'était les débuts. Et je lui ai demandé si je pouvais l'assister pendant qu'il fait ses cours. Il m'a dit, tu as le droit de fermer ta bouche et regarder comment je fais, mais pas forcément de le faire à ma place. Et tous les mercredis après-midi, dès qu'il le pouvait, il m'invitait dans la préparation de ses cours au collège Olympe de Gouges pour voir son processus. Et c'est comme ça que je suis tombé aussi amoureux de la partie composition, parce qu'au début, c'était que la partie écriture avec le côté MC Solar. Donc voilà, je pars de là, ça c'est le début. Donc t'es pas trop du genre chanteur ? Pas du tout, maintenant oui. Après j'ai commencé à chanter, c'est-à-dire que je me suis autorisé à chanter, j'avais 21 ans. Et ça c'est arrivé comment ? J'avais un pote qui est d'ailleurs le parrain de mon fils, qui s'appelle Yannick Alain, il est venu chez moi et timidement je lui ai dit écoute, je vais te faire écouter un artiste et tout, il est vraiment intéressant, mais je suis pas sûr, dis-moi ce que t'en penses, j'ai besoin d'avoir du recul. Et il écoute et c'était moi qui chantais, et je rappais plus, j'ai commencé à chanter. Et il me dit franchement c'est super et tout, et j'aime beaucoup, et je lui dis en fait c'est moi. Et en fait ça m'a rassuré. Encore une fois, j'avais besoin de légitimer ce que je fais parce que j'avais besoin certainement de validation extérieure, chose que je demande beaucoup moins aujourd'hui. Mais j'avais besoin de ça et c'est comme ça que je me suis mis à chanter. J'avais même un groupe où moi j'étais rappeur et le deuxième était chanteur R&B. Il faisait les refrains et certains couplets. Et le jour où je lui ai dit que je chantais, il m'a dit non, tu peux pas parce qu'il n'y a qu'un seul chanteur. Du coup, je me suis séparé de cette personne avec qui je suis toujours pote, qui s'appelle Pierre. Et je me suis mis au chant. Et du coup, en fait, après, j'ai fait que chanter, j'ai arrêté de rapper. J'ai arrêté de rapper, j'avais 23-24 ans. Donc comme quoi, on peut changer. T'as toujours bercé dans la musique, est-ce que tes parents peut-être viennent de ce milieu ou vraiment tu t'es fait tout seul ? Tout seul, mon parcours il est hyper basique, je veux dire, on est en France dans notre famille que depuis mon grand-père. Mon grand-père avait fait Indochine. Si vous voulez, en fait, je peux même vous raconter une histoire plus personnelle. Mon nom de famille c'est Korish. K-O-2-R-I-C-H-E. C'est pas un nom de famille qu'on attribue aux Marocains. C'est pas courant. D'habitude, on va entendre Ben ceci, Ben cela. Dans les clichés, bien sûr, c'est le plus souvent ce qu'on entend. Mais en fait, mon nom a été donné par l'armée française. C'est-à-dire que du coup, mon arbre généalogique, il ressemble à un bonsaï. Parce que quand ils ont pris mon grand-père, parce que c'était un protectorat français avant le Maroc, ils sont venus. On ne te demande pas ton avis, mon grand-père a été embarqué, tu vas faire Indochine. Les noms, quand ils étaient en avion ou sur le bateau, on leur demandait leur nom. Chez nous, très souvent, c'était Ben ceci, ça veut dire fils de cela. Et en fait, ils en avaient marre parce qu'il y en avait plein qui se ressemblaient. Donc, ils ont dit, on va vous attribuer des noms qu'on a en fait dans nos listes et vous vous appellerez Korish. C'est comme ça que mon grand-père est arrivé. Et puis, il a fait venir mon père, il avait 12 ans. Ils habitaient sur Paris et puis j'ai un parcours hyper classique. Donc il n'y a pas de 10 générations dans la médecine. Mon père est maçon, il fallait reconstruire la France. C'est pour ça qu'il était là aussi. Ma mère est femme de ménage, on en avait besoin aussi.
Et donc aucun parcours dans la musique. Par contre, ce qui est assez ouf, c'est que ceux qu'ont écouté mes parents m'ont inspiré dans la musique. Par exemple, la petite anecdote, j'ai fait un titre qui est devenu disque d'or sur un album qui est devenu disque de diamant pour Booba. Et le titre s'appelle Ceinturion. Et à l'intérieur, on entend en fait des violons qui sont issus en fait d'un sample que j'ai trafiqué pour éviter et contourner tous les problèmes de droit, d'une chanteuse égyptienne qui s'appelle Kulthum. Et cette chanteuse était écoutée par ma mère quand j'étais jeune, parce qu'elle avait une platine vinyle avec ce disque, et du coup je me suis souvenu de cette chanteuse. Comme quoi en fait, sans qu'ils aient de parcours musicaux, à travers leur propre culture, j'ai pu m'en servir pour en faire quelque chose sur le mien. C'est quoi ta relation avec ta généalogie marocaine? Est-ce que tu y retournes souvent ou pas? Alors j'y retourne pas beaucoup. Mon dernier voyage c'était dans le Sahara marocain parce que j'avais besoin en fait de découvrir autre chose que ce qu'on nous expose du Maroc dans les médias, c'est-à-dire Marrakech, c'est le Barcelone marocain. C'est pas du tout en fait ce que je voulais connaître du Maroc. J'avais besoin de revenir à un Maroc plus authentique. Et donc je suis allé donc, dans des endroits beaucoup plus reculés. Et ça c'est un truc que j'ai aimé. Mais maintenant j'y retourne pas très souvent parce que j'ai besoin et j'ai une soif de découvrir le monde dans son entièreté, même si j'aime ce pays qui est le mien, parce que j'ai 2 pays et je ne changerai jamais d'avis, j'ai une binationalité, j'aime autant la France que le Maroc, et c'est mon parcours, c'est ma vie, c'est comme ça, je ne pourrais pas le changer, mais j'ai besoin en fait de découvrir d'autres pays, donc j'ai voyagé et je vais continuer à voyager, je fais voyager mon fils et j'ai ce besoin en fait de ne pas toujours revenir uniquement à mes racines. Parle-moi un petit peu de ce rapport au voyage. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pourquoi cette envie de voir d'autres choses? Tu sais, en fait, je ne suis pas médecin et pourtant, en fait, j'ai l'antidote au racisme. Et l'antidote au racisme, c'est le voyage. C'est parce que quand tu voyages, tu découvres d'autres cultures et surtout, tu découvres que finalement, on est tous pareils. Et qu'on a les mêmes problèmes, peu importe en fait où on va, qu'on n'ait pas la même religion, qu'on n'ait pas la même culture culinaire, traditionnelle, peu importe en fait. C'est une ouverture à l'autre et dès qu'on s'ouvre à l'autre, on se rend compte que finalement en fait, ce qui nous lie, c'est le fait d'être humain. Donc voyager, c'est certes découvrir un monde beaucoup plus grand que celui dans lequel on nous enferme, ou bien parfois on s'enferme, parce qu'on a nos propres responsabilités, mais c'est aussi le fait de se dire qu'à chaque fois que je voyage, je grandis. Je grandis émotionnellement, spirituellement, je grandis aussi, intellectuellement aussi, je grandis. Et même dans le business, on peut grandir parce qu'il y a des endroits où je suis allé, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont développées ici qu'on ne voit pas en France, alors que je suis sûr qu'on a le même besoin et ce serait cool de les ramener. Et franchement, ça, je trouve ça hyper intéressant au niveau du voyage, parce que sans le voyage, on s'en tiendrait à ce qu'on connaît tout le temps et en fait ce serait une eau qui stagne et une eau qui stagne c'est une eau qui pourrit. Et est-ce que tu peux me raconter ton plus beau voyage et pourquoi ça l'est? C'est mon plus beau voyage, c'était dans le Sahara marocain. Pourquoi? Parce que c'était avec mon fils qui aujourd'hui a 9 ans et demi et que lui aussi avait besoin aussi de connaître une partie de ses racines parce qu'il est à moitié espagnol, franco-espagnol. Et en fait, je voulais vraiment lui faire découvrir le Maroc qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que c'était son premier voyage au Maroc. Je ne voulais pas l'amener dans des villes ultra touristiques ou noyé dans le tourisme, on va dire. Je voulais vraiment qu'il voit le Maroc authentique. Et le sud du Maroc, c'est-à-dire le Sahara, près de la frontière mauritanienne, c'est encore autre chose. Et à chaque fois que je lui en parle, il me dit c'est quand qu'on y retourne. Et mon plus beau voyage, en fait, il est avec les miens. Tu sais, on aura beau en fait se dire ah j'adorerais aller au Vietnam, j'adorerais aller à Miami, peu importe en fait la destination que tu choisis. Ce qui fait en fait qu'un voyage est intéressant, ce sont les gens qui t'entourent. C'est pas la destination qui va faire que tu es heureux. C'est les gens qui t'entourent dans cette destination. Et là, le fait d'avoir vu mon fils et surtout le bonheur que ça lui procurait, un sourire que j'ai rarement vu sur son visage, pour moi, ça reste mon meilleur voyage. Une thématique qui est souvent revenue dans cet entretien est celle des rencontres. Une discussion, un avis extérieur ou encore un conseil, c'est ce qui a permis à Taoufik de devenir l'artiste accompli qu'il est aujourd'hui.
nous faisons un retour dans le passé en évoquant son enfance au Chaume, une époque qui a forgé les valeurs de partage et de ténacité que Taoufik défend désormais. Honnêtement, c'est ma meilleure jeunesse. Si je devais changer quelque chose, je ne changerais rien. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a tendance à victimiser ce genre d'éducation, ce vie de quartier, vie difficile. Oui, évidemment que ça reste une vie difficile. Pour te parler de ma jeunesse dans un quartier, moi ce que j'ai aimé et que je retrouve beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste, et en fait ce que j'ai aimé c'est justement ne jamais connaître l'individualisme. Quand on avait besoin de quelqu'un, il y avait toujours quelqu'un. Et contrairement à ce qu'on pense dans les clichés sur ces news, ça n'a rien à voir en fait avec le fait de se dire que dans les quartiers, il n'y a que des Rebeux, des Renois, des Chinois, des Gitans. Non, pas du tout. Il y a des Français. Et beaucoup de Français de souche. Quand je parle de Français, c'est des gens avec la couleur locale. Non, mais j'aime bien jouer avec les clichés parce que c'est la réalité. Il y a beaucoup de Français aussi qui sont très pauvres et qui vivent dans les quartiers. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tous soudés. On a besoin d'un truc. Je voyais des mamans frapper à l'étage supérieur pour demander du sel à une personne qu'elles ne connaissaient pas. Je ne vois pas ça aujourd'hui. Là, mes parents, à un moment, ils sont partis du quartier, on avait 19 ans, pour habiter en ville. Puis après, ils sont partis de la ville au bout de plusieurs années pour habiter à Montèche, donc à l'extérieur de Montauban, à la campagne. Je les ai suivis une partie du temps parce que voilà, j'avais récupéré leur maison. Et en fait, j'ai jamais vu une société aussi individualiste. Mes voisins, les 7 ans où je suis resté à Montèche, je ne les connaissais pas. On ne s'est jamais parlé. Je suis venu, ils ne m'ont pas souhaité la bienvenue, rien du tout. J'ai dû moi-même, bien évidemment, j'ai pris la responsabilité de le faire, d'aller frapper chez mes voisins. Salut, je me présente Taoufik, je suis votre nouveau voisin, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et c'était important pour moi parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Donc la vie de quartier, elle m'a appris à vivre ensemble. Contrairement en fait à être divisé pour mieux régner, comme on le dit. Mais non, en fait, la vie de quartier, c'est une super vie que j'ai vécue et je voudrais le revivre si j'avais 14 ans. Et sans compter à côté tout ce que ça m'a apporté dans le sport, parce qu'on trouve toujours quelqu'un avec qui s'amuser, toujours quelqu'un avec qui se défier. Donc moi j'ai adoré la vie de quartier. Ah, ça tombe bien que tu me parles du sport parce qu'en off, du coup, tu m'en parlais. C'est quoi ta relation au sport ? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques encore aujourd'hui et comment tu vis ça ? La partie sport, je le fais 3 à 4 fois par semaine donc, dans une salle de muscu. Pourquoi ? Parce que voilà, entretenir son corps, c'est une mécanique. Donc c'est important de se sentir bien et pas se lever et se dire « Ah, j'ai mal au dos, j'ai 46 ans bientôt ». Non, j'ai pas envie de vivre ça et c'est pas ce que je vis. Et parallèlement, je m'entraîne 2 fois par semaine dans un club de basket, Montauban Basket Club. Voilà, je fais partie donc d'une équipe qui me fait vibrer parce que c'est mon social time. Voilà, ça c'est vraiment important. Mais la partie maintenant mindset, ce que ça m'apporte, c'est que sachant que je bosse pour moi. Moi, la dernière fois que j'ai eu une fiche de salaire, c'était en 2007. Donc je bosse chez moi. Et quand on bosse tout seul, très souvent ça fait rêver, on se dit ah, c'est cool, on bosse chez soi avec un ordinateur. Mais non, en fait, il y a aussi une contrepartie, c'est qu'il n'y a personne pour vous motiver. Il y a beaucoup de souffrance intérieure, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de doutes et le doute tue. Donc quand on se retrouve devant un ordinateur, parfois, il faut avoir la mentalité et la force de se dire ok, je vais sortir de chez moi et je vais avoir la discipline pour pouvoir m'occuper aussi de ma santé physique. Mais le sport, justement, c'est mon anti-burnout. C'est mon antidépresseur. Je ne prends pas de médicaments, j'en prends jamais. Réellement, jamais. Pour moi, c'est le sport. C'est le sport qui m'apporte toute ma santé mentale. C'est pas que santé physique, c'est ma santé mentale. Et le fait d'être aussi régulier, ça développe ma discipline, mais dans d'autres cas de figure que le milieu sportif. Et tu vois, finalement, en fait, tout est lié, tout est connecté. Et comment tu t'y prends, du coup, au quotidien ? Parce que tu me dis que tu n'as pas connu de fiche de paye depuis 2007. Comment ce mindset, comme tu dis, se développe et s'exprime au quotidien ? Alors en 2007, mon dernier travail déjà, c'était d'être pion dans un collège, au collège de Jean Lacaze de Grisol. Et ce qui est très marrant aujourd'hui, c'est que quand j'amène mon fils à l'école, parce qu'il est en CE2, je croise des élèves avec leurs enfants. Et j'étais leur pion, c'est quand même ouf, c'est quand même assez dingue. Ça, c'est la petite anecdote parce que j'ai ce souvenir d'il y a 2 semaines. Mais comment je le vis, quand j'ai fini mon année en fait en tant que surveillant, j'ai eu un succès avec un DJ où je faisais de la musique de club et ça s'appelait DJ Assad et Maharaja et ça a été un gros succès, grosse soupe.
Je suis honnête avec moi-même. Donc j'ai compris comment hacker l'industrie musicale au niveau radiophonique, quelles étaient les attentes du public, etc. Parce que ça faisait des années que je faisais des chansons à texte et ça marchait pas, je pouvais pas en vivre et tout. Tout le monde s'en fout de toute façon. Dès que je disais des trucs intelligents, tout le monde s'en foutait. Et dès que j'ai commencé à faire des chansons bêtes, ça y est, ça a commencé à faire kiffer les gens. Et j'en rigole aujourd'hui parce que je me dis, en fait, c'est pas que je faisais des chansons bêtes, c'est que le quotidien il est tellement anxiogène que les gens ont besoin de se divertir. Donc j'ai fait de la musique qui divertissait les gens et ça a été mon premier succès en fin 2007, début 2008. Et là je me retrouve partout en télé, en radio nationale, je me retrouve à faire des émissions, même la méthode Coé, et je me retrouve vraiment à faire des interviews dans plein de radios. Et c'était particulier parce que je sortais d'un job où j'étais payé 1 400 € par mois. Et d'un coup, je me retrouvais à toucher 200 000 € l'année. Donc, c'était quand même assez fou. Et ce que je regrette, c'est que dans mon parcours scolaire, je n'ai pas eu d'éducation sur l'économie, sur comment gérer son argent, comment ça fonctionne à la banque, c'est quoi les intérêts, les agios, les crédits. J'ai eu aucune éducation là-dessus. C'est pour ça que j'ai un peu de mal encore avec l'éducation nationale, parce que c'est de ça dont on a besoin quand on est gamin, hein. C'est de nous préparer à la vie. C'est pas de savoir, de connaître l'histoire de Napoléon. Même si ça peut être intéressant, c'est pas ça qui va me faire réussir et qui va m'éviter les problèmes. Et donc depuis 2007-2008, j'ai appris à me réinventer pour répondre à ta question. Donc la musique pendant 5-6 ans, ça a été de façon très exposée. J'étais artiste, je tournais beaucoup, tournais en Espagne, en Pologne, en France. Donc j'ai fait plein de concerts. Et c'était hyper intéressant. Ça pouvait être dans un club avec 200 personnes ou 1000 personnes. Et ça pouvait être dans un stade pour un festival devant 10, 20 000 personnes, c'était le maximum. Donc c'était quand même assez dingue comme expérience. Mais il y a un moment en fait où je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça, parce que j'ai vu des choses à l'intérieur. Donc dans la musique, ce qui se passait, c'était pas forcément propre. C'était pas forcément joli à regarder. J'ai même détesté. Et pour être encore plus honnête, j'ai détesté ce que je devenais. Ok, voilà. c'est-à-dire trop d'ego, je commençais à avoir de l'orgueil et j'aimais pas en fait ce que le pouvoir pouvait avoir comme influence sur moi. Et du coup j'ai dit mais en fait je veux pas devenir cette personne, je commençais à me détester. Et là je me suis dit non en fait je veux redescendre, je veux travailler dans l'ombre. Ça me plaît la musique, mais je veux être derrière les artistes. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, ou à quoi doit-on s'attendre quand on voit ton nom apparaître sur nos écrans ? Là, le futur, c'est de continuer à faire de la musique réellement parce que j'aime ça. J'ai commencé à coproduire une artiste avec un ami à moi qui s'appelle Emmanuel, et l'artiste s'appelle Pauline Elliott. C'est une artiste de variété française. Et là, mon intérêt, c'est de développer cet artiste, développer mes formations, développer mes accompagnements, aider le maximum de personnes dans la musique à se développer, à devenir des marques et à être leur propre patron. Parce que franchement, à travailler pour les autres, je crois que tu l'as compris, le salariat, c'est pas pour moi. Donc je les aide vraiment en fait à être autonomes et je veux continuer à le faire. Ça vraiment, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est à continuer à développer les activités qui me passionnent. Taoufik compte rester sur Montauban principalement pour son fils. Pour autant, ça ne l'empêche pas d'envisager d'autres voyages et d'autres expansions à l'international dans son métier d'artiste. Le secret anti-âge, m'a-t-il dit, c'est la curiosité. Une qualité qu'il ne compte pas arrêter de stimuler, aussi bien professionnellement que dans le privé. Et cette rencontre avec Taoufik vient enrichir la liste déjà longue des portraits des habitants des quartiers prioritaires de Montauban. Une série de podcasts réalisés avec le soutien de l'État et de la mairie de Montauban dans le cadre du contrat de ville. Cette année, c'est Perrine Guillon-Lanabras qui est journaliste au sein de l'équipe de CFM qui s'occupe de la réalisation de ces portraits que vous retrouvez sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.